passion de la moto, c'est Motokaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston numéro 21. Alors en fait, nous sommes début janvier et il est toujours temps pour moi de vous souhaiter évidemment une merveilleuse année. Cette émission va se passer principalement au Salon de Bruxelles et nous allons d'abord découvrir le sommaire de l'émission. Triumph nous présente sa Truckstone RS, un café racer luxueux. Zelos, vous connaissez? Freddy Tachny, son président, nous dévoile cette pépinière de champions. Je vous emmène à Bahreïn pour dompter la Ducati V4. Bien assurer sa moto? Oui, mais comment? Et combien ça coûte? Enfin, nous ferons le tour de l'actu moto de ce mois de janvier. Bon, le Salon de Bruxelles, c'est évidemment le rendez-vous de début de saison. C'est l'endroit où on va évidemment découvrir toutes les nouveautés qui seront sur nos routes en 2020. C'est aussi l'endroit où on croise les principaux acteurs du monde moto ici en Belgique. Mais on va visiter ce salon lors de la journée presse. Le grand public n'est pas encore admis, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus nos aises pour découvrir les stands. D'un autre côté, pour les journalistes, la journée est bien remplie puisque voici ici la liste des conférences de presse qui ont lieu toute la journée à partir de maintenant. Il est 8h30 du matin jusqu'à 16-17h. Alors, pour être à l'aise, pour ne pas se retrouver sur des stands qui débordent de monde, eh bien cette liste, on ne va pas la suivre. On va découvrir le salon tous ensemble. Suivez-moi. Et on commence par Honda. Honda, évidemment, avec son Africa Twin qui est passé à 1100 cm3, avec un essai très bientôt dans l'émission, et aussi ce très beau proto CB1000. Bonjour Céline. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Oui. Comme un début de salon. Comme un début de salon. Quoi de neuf chez Husqvarna? Bien, on refait les mêmes et on recommence. Oui. La gamme 701 et 400, puis Vitpillen, Zwartpillen prend un nouveau coloris pour 2020. J'adore celle-là. Ah oui, celle-ci c'est ma préférée, honnêtement. Elle est magnifique, magnifique. Donc la blanche n'est plus blanche, mais bleue et blanche. Et la noire n'est plus noire, mais Alors on est sur des modifications essentiellement esthétiques. Essentiellement esthétiques pour les 701 et très pratiques pour les 401. Donc c'est un nouveau coloris aussi. Oui, nouveau coloris beau, pour... Très classe aussi quand même. Ah oui, c'est vraiment réussi. Alors bon, ici on a une nouveauté sur les 401. Oui, les 401, aussi bien Vitpillen que Zwartpillen, sont en fait allongés. D'accord. Donc c'est vraiment la même moto aussi avec des nouveaux coloris, avec les possibilités pour toutes les motos maintenant d'avoir des roues à rayons aussi, donc point de vue changement de style. Et le point de vue changement pratique pour les deux motos, c'est une allonge de la selle arrière en fait. D'accord, donc on peut aller se balader à deux maintenant, oui, de manière maintenant, plus confortable. Plus confortable pour le passager ou la passagère. C'est vrai que c'était un point, mais bon, c'est une petite moto, mais là c'est vrai maintenant, il y a plus de place pour accueillir le passager. Bon, ça c'est pour la route. Ça c'est pour la route. Et nous avons cette année-ci enfin les supermotos et enduro, les nouvelles versions, donc la supermoto 700 supermoto 2020. Ça c'est le jouet, oui, l'arme absolue par excellence. Pour aller rouler sur les petites routes ardennaises. Ah oui. L'ultime arsouille. L'ultime arsouille. Et la 700 Enduro. D'accord. Et surtout la grosse nouveauté pour cette année, c'est la 700 Enduro Long Range. D'accord. Donc Long Range parce que le double réservoir, donc on a le réservoir classique à l'arrière et aussi maintenant un double à l'avant. Et donc ça nous fait une autonomie de pas loin des 500 km quand même. Ah oui, 500 km, c'est bien. Un peu de bagagerie pour emmener le nécessaire vital et brosse à dents aussi, pour partir en week-end. Terrible. Alors, chez Triumph, on continue évidemment la valse des nouveautés. Vous vous souvenez de la Rocket 3 essayée il y a quelques semaines. Bon, alors on va découvrir ici deux séries spéciales de la Tiger 1200 qui sont dans des éditions spéciales salon. On les découvre ensemble. Voilà, de magnifiques motos. Il faut souligner que ces séries spéciales sont en fait délivrées avec les valises latérales en aluminium noir, qui ne sont pas présentées ici pour pouvoir détailler un peu plus les motos. Tiger 1200 qu'on connaît déjà, super moto. Triumph a le vent en poupe pour le moment. Dernièrement, je vous ai présenté l'incroyable Rocket 3 qui avait fait l'objet d'un essai à Tenerife, moto qui m'avait vraiment impressionné. Ici, je suis assis sur la nouvelle Truckstone RS
et je vous propose de découvrir l'essai de cette moto. Nous partons au Portugal, on va à Faro. Le café racer n'est pas mort. Il vit depuis bientôt 60 ans et ce n'est pas Triumph qui dira le contraire. Cette Truxton RS rallie tous les codes par son look, mais aussi par sa finition et ses matériaux sans reproche. C'est une vraie machine à plaisir par son moteur de 1200 cm3 et sa maniabilité qui la rend joueuse à souhait. 3 ans déjà que j'ai essayé ce modèle, cette Truxton, quand elle est sortie. 3 ans déjà que cette moto m'avait plu, m'avait enthousiasmé parce que d'abord c'est une belle moto et je confirme qu'ici ça reste une belle moto mais c'est aussi une bonne moto. Alors les différences ne sont pas énormes par rapport au modèle précédent. On a gagné 8 chevaux, on était à 95 chevaux, nous voici environ à 103. C'est pas énorme, mais on a gagné un tout petit peu de couple. On a gagné aussi en poids, on gagne 6 kg. On a un embrayage qui est un peu plus souple et un peu plus doux et on le sent évidemment en fin de journée. Alors on a roulé ici, on est au Portugal, nous sommes à Faro, nous sommes dans le sud de l'Europe, il fait magnifique, les routes sont parfaites. Et on vient de s'enquiller une centaine de kilomètres de route tortueuse à souhait. Et en fait, je ne peux qu'applaudir les performances de cette moto parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à son guidon. On a roulé en fait pendant toute une journée et sur des routes ici, on est dans le sud de l'Europe, on est au Portugal, nous sommes à Faro et en fait les routes qu'on a empruntées sont des routes qui sont faites pour la moto. Alors excellent grip donné par ses pneus, mais aussi d'un autre côté, on s'aperçoit que cette moto est bien faite, bien fabriquée. Pourquoi? D'abord elle est excellemment suspendue. J'ai cru au début que ça allait être un peu trop souple, mais en fait pas du tout. Le freinage est au-dessus de tout soupçon. J'ai pas grand-chose à dire vraiment sur cette moto. On a enquillé à un moment donné un petit fond de 6e. Je dois dire que ça va vite, malgré l'absence de protection. À ce moment-là, évidemment, on a du vent qui vient sur les épaules, qui vous soulage un petit peu sur les poignets. Les poignets, voilà peut-être en fait la petite chose qui, entre guillemets, pourrait fâcher. On le sait quand on l'achète. C'est une position sur l'avant. On est fin de journée. Et je dois bien avouer que je sors mes poignets parce que forcément, en ayant roulé à un rythme aussi soutenu, on tape dans les freins. Donc en tapant dans les freins, on s'appuie très fort sur les poignets. Maintenant, à un rythme un peu plus cool, on pourrait évidemment s'épargner, je crois, ces petites douleurs. Mais néanmoins, bon voilà, c'est la petite chose que je peux constater sur cette moto. Malgré sa forme, malgré son épaisseur, je suis assez étonné du confort de selle et du revêtement qui en fait empêche, avec un jeans en tout cas, de trop glisser sur la moto, aussi bien au freinage qu'à l'accélération. Alors on est sur une moto de 100 chevaux. 100 chevaux pour moi, en fait, on est pratiquement dans la configuration idéale. On est en dessous de 200 kg à sec, on est avec 100 chevaux et pour moi, là, on est dans le compromis idéal. On ne se fait pas peur, ça va très très bien. Ce bicylindre a une forme éblouissante. On parvient évidemment à descendre très bas en 3e. On ouvre, il y a du couple, il y a de la souplesse, ça repart de façon rageuse. On a un son qui est juste parfait, ni trop peu. Donc voilà, bon, c'est une belle moto, c'est une bonne moto. On peut difficilement lui trouver des défauts. Les seuls que j'ai constatés, c'est ceux dont je viens de vous parler au niveau des poignets. Cette Truxton RS est évidemment un café racer de luxe, mais son prix l'est aussi, on est à 16 600 €. Alors pour ce prix-là, vous avez une moto sur laquelle vous n'avez rien à faire. Cette moto est complète, elle est parfaite, elle est juste faite pour vous emmener et profiter de la route au guidon de cette moto. Et quand je dis profiter, c'est profiter seul, parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de place pour le passager, il n'y a pas de pose-pied passager. Cette moto, en Europe en tout cas, n'est pas homologuée pour prendre un passager. La version américaine et la version anglaise, elles, ont cette particularité, mais pas en Europe. Donc voilà, une fois de plus, Triumph enfonce le clou du café racer, une fois de plus, Triumph impose sa finition au-dessus du lot et vraiment cette moto va être bientôt en concession, allez la voir, allez l'essayer. Je peux vous dire que ça, vous avez l'impression que je vous dis en permanence que ces motos sont bonnes, que toutes les motos vont bien. Ça devient difficile de trouver des défauts inhérents sur les motos quand on garde évidemment à l'esprit ce pourquoi elles sont faites. Ça c'est une moto pour la balade sportive, c'est un café racer, elle est aussi belle à regarder qu'à conduire. Allez, à bientôt.
Bon, voilà donc l'essai d'une Truckstone qui élève encore le niveau du Café Racer avec un niveau de finition qui est juste incroyable. Ici, je suis devant la Tiger 900. Cette moto fera l'objet d'un essai le mois prochain, un essai ensoleillé, mais surprise, une chose à la fois. Je suis ici chez Cuir Concept et Hot Rod Shopper. Alors pourquoi je suis ici? D'abord parce que le stand est simplement magnifique, les motos le sont aussi. On est devant deux vrais artisans. D'un côté, quelqu'un qui fabrique des motos de A à Z et d'un autre côté, un sellier qui fait des cuirs de selle assez extraordinaires. Mais je suis là aussi pour vous dire que on va un peu parler des motos de Brad Pitt. Le tombeur de ces dames en hipster absolu est en effet un vrai amoureux de motos préparées et exclusives. On est même en plein dans les caricatures du Californien branché au guidon de sa Harley, casque jet et t-shirt manche courte. Si on n'est pas certain que le beau Brad connaisse grand-chose en mécanique, il faut néanmoins reconnaître que son garage doit avoir belle allure. L'acteur américain profite du soleil californien pour rouler sur de vrais bijoux comme son sidecar ou sur son Ecos FE TI X en titane et fibre de carbone avec son moteur de 2400 cm3 de 250 chevaux. Préparé pour Brad Pitt par Roland Sant, un ancien pilote américain aujourd'hui préparateur préféré des stars hollywoodiennes, les motos sont des pièces uniques. Roland Sant, toujours lui, a également concocté une BMW R1150 GS, une MV Agusta brutale, une réplique de la Triumph Bonneville de Steve McQueen dans La Grande Évasion, divers KTM et Ducati Monster. Comme on peut le voir, la collection de Brad Pitt est une collection exclusive et éclectique. Vous la connaissez cette moto? Alors pourquoi? Je vous en parle parce qu'en fait, Marc Marquez a fait un joli poisson d'avril, mais poisson de décembre. Alors en fait, le 28 décembre est en Espagne, l'équivalent de notre 1er avril. Repsol a eu l'idée de transformer Marquez en mannequin immobile dans une vitrine casquée au milieu d'autres vrais modèles. La scène se passe au Corto Inglés de Madrid, enseigne que l'on trouve un peu partout en Espagne. Soudain, le mannequin s'anime. A noter sur la vidéo que Marquez fait un pantin génial au début, pas un geste, et puis un signe de la main aux enfants qui peuvent encore croire que c'est un prodige technologique. Et puis il fait peur à ceux qui viennent se voir d'un peu plus près dans la glace. Enfin, il enlève son casque et la foule est en délire. Certes, le garçon est catalan et les Catalans en Madrid, on ne les aime pas trop, mais Marquez est devenu un héros national. C'est étonnant d'ailleurs, car quand Alonso est devenu champion du monde de F1, je ne me souviens pas qu'il ait été une vedette d'affiche ou de vitrine de magasin. Bon, BMW ne prévoit pas de grosses cylindrées dans les 5 ans à venir. Je suis ici sur le scooter électrique. En fait, pionnier dans l'électromobilité à 4 roues avec ses i8 et i3, BMW a dévoilé 2 concepts de moto électrique en 2019. Pour autant, la marque allemande ne compte pas sortir de motos dérivées de ses visions DC Roadster et e-Power Roadster avant 2025. Interrogé lors du Los Angeles Auto Show par nos confrères de Cycle World, le patron de BMW Motorrad précise « En milieu urbain, il est possible qu'une moto électrique BMW sorte dans les 5 ans. Après tout, le C Evolution connaît un certain succès. En revanche, sur le segment tourisme, tout-terrain et sportif, je ne suis pas sûr qu'on en verra des motos électriques », ajoute le grand patron allemand. Les K1600 GT, R1250 GS et S1000 RR ont donc de beaux jours devant elles et même de belles années. Damon Motorcycle, vous connaissez? Détection des collisions à 360 degrés, ergonomie réglable, 200 chevaux, 320 km/h, plus de 300 km d'autonomie. La principale différence de Damon Motorcycle réside dans son système de détection baptisé Copilote, reposant sur des radars à 360 degrés et 2 caméras 1080 pixels situées à l'avant et à l'arrière. Le dispositif est ainsi capable de détecter tous les dangers et risques de collision, d'en informer le pilote par le biais d'un retour haptique au guidon et de l'aide sur la boue. Alors un retour haptique, c'est une légère vibration dans le guidon. Je me posais la même question. Damon Hypersport se démarque également par son ergonomie ajustable. Grâce au système Shift, il est possible de passer d'une configuration sportive à une technique de conduite plus droite. La bulle, la hauteur de guidon et la selle, ainsi que la position des repose-pieds, s'ajustent ainsi automatiquement à la simple pression sur un bouton.
Pour correspondre à son look sportif et son appellation sans équivoque, l'Hypersport repose sur un moteur de 200 chevaux qui peut réaliser le 0 à 100 en moins de 3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. Il faudra ensuite compter 22 400 € pour l'Hypersport HS et 35 850 € pour l'Hypersport premier. Toujours dans l'actu, je vous propose quelques innovations moto qui ont eu lieu au CES de Las Vegas. L'airbag facile pour tous. L'airbag commence à se démocratiser et petit à petit les contraintes diminuent, ce qui alimente un cercle vertueux qui conduit à l'airbag à se démocratiser. Après les capteurs qu'il fallait installer sur sa moto, après le fil qu'il fallait accrocher à son gilet et à sa machine, après la veste et surveste, on peut se dire qu'un airbag doit pouvoir se caler facilement, quel que soit l'usage de la moto et quel que soit le style de moto. Si DNS a déjà la Smart Jacket qui se met sous ou sur n'importe quelle tenue, Alpinstar est en train de faire la même chose avec le Tech 5, un gilet qui se porte sous n'importe quelle veste. Les lunettes connectées, jusqu'à présent, on a vu quelques projets d'écran de casque ayant une capacité à afficher des infos ou même de bizarres protubérances aux airs de rétroprojecteurs. Mais Bosch simplifie l'accès à l'information avec des lunettes connectées Smart Glass qui sont en fait un produit qui va être destiné au plus grand nombre, pouvoir suivre les indications de GPS de manière naturelle, à la façon d'un affichage tête haute. C'est pas mal pour la moto et ça permet évidemment de garder toujours un œil sur la route. Bon, je vous avais promis des nouveautés pour 2020, en voici une. Une nouveauté sous la forme d'une rubrique technique. Alors, une rubrique technique qui va aborder quoi? Bien, en fait, tous les sujets qui nous préoccupent, nous, quand on pratique la moto. Alors, ça peut aller de la pression des pneus, de l'utilisation des pneus, des réglages de suspension, de l'hivernage, de l'entretien, des conseils de conduite, de pilotage. Et pour en parler, ce n'est pas moi qui vais animer cette rubrique, c'est Arnaud Brochier. Dans le jargon et dans le milieu, on l'appelle Grimm. Il va se présenter lui-même, c'est un compétiteur, il court toujours, c'est un fin metteur au point. Je vous propose de découvrir cette nouvelle séquence, la séquence du Dr Grimm. Chers amis motards, eh bien, je m'appelle Arnaud Brochier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon surnom est Grimm. Et donc, je suis un motard de longue date puisque j'ai commencé très tôt, aux alentours des 10 ans. J'ai fait pas mal de motocross, j'ai fait de l'enduro, j'ai fait de la route. J'ai commencé à faire de la piste un peu sur le tard, aux alentours des 30 ans. Et puis, assez rapidement, je me suis mis à faire de la compétition. Et j'ai couru pendant une douzaine d'années dans divers championnats européens et belges, bien évidemment, dans les courses d'endurance. Bon, alors, fort de cette expérience de 12 années de compétition, qui n'est pas finie, puisque je continue à participer aux 6 heures de Spa chaque année, en 6 heures moto de Spa, bien évidemment. Alors, je donne des cours de pilotage et je me suis toujours très fort intéressé à tout l'aspect technique, qu'il soit au niveau du matériel, des suspensions, de tout ce qui est réglage, mais aussi de l'aspect technique du pilotage et de toutes les phases de pilotage. J'ai toujours été un passionné de la technique et c'est donc ce qui m'amène ici aujourd'hui. Eh bien, nous allons évidemment aborder un grand nombre de sujets techniques et je vais à chaque fois essayer d'y apporter un aspect généraliste pour le motard lambda, le motard classique, mais aussi, vu mon expérience, je vais essayer d'amener aussi un avis un peu plus typé circuit, donc pour les pistards et même les éventuels pilotes qui font de la course, tout simplement. Alors, pour cette première émission, je vous propose de commencer par le b.a.-ba, à savoir les pneus. C'est ce qui nous maintient en contact avec le macadam et pas besoin de vous dire que son importance est capitale. Bon, bien évidemment, le choix d'un pneu se fait selon de nombreux critères. Tout le monde a les siens. Certains veulent de la longévité, certains veulent du feeling, certains veulent plus de grip. Et donc, tout dépend aussi du type de machine que vous voulez utiliser. Alors, dans un premier temps, évidemment, selon moi, il faut évidemment privilégier le grip, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas risquer une chute. Mais évidemment, l'idéal, c'est de trouver le bon compromis entre longévité et grip. Et donc là, bien évidemment, le marché est très ouvert. Vous avez un nombre de types de pneus disponibles sur le marché qui est vraiment incroyable. Et donc, il faut se faire conseiller au mieux par rapport à votre type d'utilisation pour faire le bon choix de pneus. Eh bien, qui dit pneu dit évidemment pression. Et c'est quelque chose qui est souvent négligé par le motard.
La pression est quelque chose d'absolument capital et c'est une chose qui doit être faite régulièrement. J'insiste sur le régulièrement, à savoir que certains motards font leur pression en début de saison et puis se disent, eh bien c'est fait, j'ai fait la pression, ça va tenir toute la saison. C'est complètement faux et en plus les valeurs de pression vont évidemment évoluer au fur et à mesure que la météo change. À savoir que plus il fait chaud, plus vous avez de pression dans votre pneu et donc votre pression monte. Résultat des courses, si vous faites votre pression par 0 degré, eh bien quand il en fera 30, vous aurez 100 ou 200 grammes de pression supplémentaire dans votre pneu et vous serez automatiquement sur un pneu surgonflé. Bon alors bien évidemment, la pression est une chose et je conseille bien évidemment dans un premier temps de toujours se référer aux pressions constructeurs. Donc c'est clairement indiqué sur les pneus ou quand vous achetez un pneu de toute façon on vous donnera la pression indiquée qui est théoriquement recommandée pour ce pneu. Néanmoins, celle-ci peut être évidemment adaptée par rapport à votre type d'utilisation. Il faut bien se rendre compte qu'une pression communiquée par un constructeur est calculée sur base du fait que vous allez utiliser votre moto peut-être en duo, peut-être avec des valises et ce genre de choses. Donc la pression en général pour un pneu arrière est de plus ou moins, voire précisément 2,9 kg et c'est une pression qui est quand même relativement élevée. À savoir que si vous roulez toujours seul, eh bien en fait vous n'avez pas besoin d'autant de pression dans ce pneu. Et vous pouvez faire varier cette pression de 2 à 300 grammes, je dirais, aux alentours, pour tout simplement essayer d'un petit peu agrandir la surface au sol du pneu arrière pour avoir un meilleur grip et ne pas rouler surgonflé. Bon, au niveau comportement, eh bien évidemment la pression a aussi une influence. Un pneu surgonflé va forcément diminuer l'empreinte au sol et donc vous allez avoir une moto relativement vive qui va très bien de gauche à droite, qui est très agile, mais évidemment le peu de surface au sol va diminuer le grip et donc le risque de chute augmente. A contrario, si vous avez un pneu sous-gonflé, eh bien l'empreinte au sol est plus large, mais la moto est plus pataude, vous avez moins d'agilité et il est un peu plus compliqué de tourner et de prendre ses virages. Comme toujours, c'est une question de compromis et en fait, il faut trouver la parfaite balance entre une bonne pression et un bon comportement. C'est donc la raison pour laquelle je vous conseille de régulièrement vérifier vos pressions parce que celles-ci vont avoir une influence directe sur la qualité de votre ride, de la manière dont vous allez rouler pour chaque sortie. Alors, bien évidemment, quand on commence à rouler en moto, il faut donner du temps aux pneus pour chauffer. Et pour ce faire, je vous déconseille vivement de faire comme je vois parfois malheureusement, des gens qui font des zigzags gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tout ça est totalement inefficace. Oubliez cette technique, ça ne fait pas chauffer les pneus. Il faut savoir que pour faire chauffer les pneus, vous devez tout simplement mettre en contrainte la carcasse. Et la seule manière de mettre en contrainte la carcasse, c'est de freiner et d'accélérer et le plus fort possible. Alors évidemment, sur route, pas besoin de vous dire que je vous conseille d'être prudent avec cette technique, mais elle marche. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est tout simplement d'utiliser vos pneus. Ayez en tête que ces pneus ont besoin de chauffer, que ça ne se passe pas en quelques secondes. Et donc, prenez tout simplement le temps de chauffer vos pneus, roulez de plus en plus fort pour les faire monter en température et sans excès, parce qu'évidemment, vous êtes sur la route et il ne faut pas exagérer. Au niveau de l'usure des pneus, eh bien, vous avez tous la chance d'avoir des repères d'usure sur les pneus et il faut les respecter. Quand vous arrivez à l'approche d'un témoin, préparez-vous à changer vos pneus. Au niveau de l'arrière, principalement, de l'avant, évidemment, en général, on arrive bien évidemment beaucoup moins vite au témoin et je conseille en général de pouvoir changer l'avant et l'arrière si vous faites un changement. À savoir que sur la route, on ne prend pas beaucoup d'angles, les angles sont assez limités et donc en général, le pneu s'use en triangle. Ça veut dire que vous avez une mise sur l'angle gauche-droite qui fait que si vous changez l'arrière et pas l'avant, vous allez garder cette caractéristique du pneu avant qui va donner en fait un comportement antinaturel et qui va en fait dénaturer la qualité de votre pneu arrière qui lui est parfaitement rond. Alors dernière chose par rapport aux pneus neufs, eh bien ceux-ci sont relativement dangereux, à savoir qu'ils sortent d'un moule et il y a une fine couche de paraffine de démoulage qui est dessus. Alors nous en piste, enfin je veux dire plutôt en utilisation piste, ce que nous utilisons, en fait c'est tout simplement, nous utilisons un petit peu de nettoyant frein sur un chiffon, on fait tourner et en fait on nettoie le pneu et surtout les flancs pour enlever cette fine paraffine de démoulage.
Donc je suis tenté de vous dire que quand vous sortez d'un garage avec des pneus neufs, allez jusque chez vous et essayez de nettoyer les flancs de pneus avec du nettoyant frein. Alors en résumé, eh bien, première chose, faites vos pressions régulièrement, adaptez-les aux conditions dans la mesure du possible et de manière raisonnable. Faites chauffer vos pneus et prenez le temps de les faire chauffer correctement et respectez les témoins d'usure. N'oubliez pas, c'est la seule chose qui vous tient en contact avec le sol et le respect de tout ça est vraiment primordial pour votre sécurité. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux pistards. Bon, pour les pistards, évidemment, c'est une toute autre histoire. On passe tout à fait à autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus technique et de beaucoup plus compliqué à appréhender. Alors, premièrement, si vous êtes un utilisateur novice et que vous désirez commencer et que vous faites vos premières sorties, je suis tenté de vous dire que la première chose, évidemment, c'est de nouveau de bien adapter votre pression. Si vous n'avez pas de couverture chauffante, eh bien, vous allez devoir démarrer avec des pneus froids et vous allez devoir les amener à une température d'utilisation idéale. Et il faut un certain rythme pour y arriver. Donc, d'ores et déjà, prenez le temps de chauffer vos pneus. Maintenant, il faut savoir que les pneus de piste ou les pneus en général n'aiment pas une condition, c'est les moyennes températures. C'est en général là qu'on constate des déformations et des usures anormales du pneu, raison pour laquelle la grande majorité des pistards utilisent des couvertures chauffantes pour pouvoir démarrer avec la bonne température de pneu et donc la bonne pression. Pour toute personne qui a envie de commencer le circuit et qui a envie de s'investir plus dans ce sport, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter des couvertures chauffantes. De nos jours, la plupart des constructeurs de pneus donnent des pressions à chaud et ces pressions à chaud sont des pressions à 85 degrés. Et ça, c'est une information extrêmement importante parce que, en fonction de la qualité de vos couvertures, vous pouvez avoir des températures très différentes. Moi, en tant qu'instructeur, je constate régulièrement que je fais la pression de certains élèves et je constate des différences de température qui sont énormes, de l'ordre de 20 ou 30 degrés. Et en fait, ça veut dire que la différence de pression varie de 100 à 200 grammes, ce qui est absolument énorme quand, par exemple, pour un Pirelli, il faut le sortir à 1,8 kg à chaud et donc à 85 degrés. Alors, au niveau des pistards, même les pistards avertis, parfois, font des erreurs assez incroyables. Une fois de plus, mon conseil de faire ces pressions de manière régulière revient, et ici plus que jamais. À savoir que quand on fait ces pressions le matin sur piste en sortant ces pneus de couverture, il faut savoir que durant la journée, cette pression varie et a tendance à augmenter au fur et à mesure que la température monte. Et donc, personnellement, je vérifie la pression de mes pneus 4 à 5 fois par jour pour être sûr d'être toujours sur la bonne température. Alors, un conseil déjà pour éviter les problèmes de début de journée où vous êtes affairé parce qu'en fait il faut rajouter de la pression, partez du principe que quand vous allez sur circuit, la veille, partez du principe qu'il est toujours préférable de surgonfler ses pneus. C'est toujours beaucoup plus simple de diminuer la pression de ces pneus plutôt que de l'augmenter, de chercher un compresseur ou une pompe ou ce genre de choses en dernière minute, ce qui souvent provoque du stress le matin pour la première session. Et pour moi, la sécurité et le stress ne vont pas ensemble. Alors encore un conseil que je considère comme très judicieux, c'est équipez-vous correctement au niveau du matériel de mesure de la pression et aussi en termes de couverture. Certaines couvertures bon marché ne chauffent pas plus que 60 à 65 degrés et il vous manque 20 degrés pour avoir la température idéale et pour pouvoir donc mettre la parfaite pression de pneu. Alors, autre point super important, c'est la qualité de votre manomètre. Je constate des différences de 100 à 150 grammes, parfois même 200 grammes, entre un petit manomètre amateur qui coûte quelques euros sur le net par rapport à mon manomètre qui est en fait un manomètre précis qui a été étalonné spécialement pour pouvoir donner une pression parfaiement précise. Et en pneu piste, vous savez à quel point cette précision est importante. Quand on vous dit de sortir un pneu à 1,8 kg, 1,5 kg, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir la précision de la bonne pression au moment où vous partez. Et ça, seul un bon manomètre pourra vous la donner.
Alors, petit conseil pratique que moi j'utilise depuis des années et qui paraît pourtant très simple, c'est que le matin, souvent on arrive en général 1 heure avant le roulage et on met ses couvertures le plus vite possible et parfois on arrive à avoir une petite heure de chauffe. Et alors que justement c'est la première chauffe qui est la plus importante pour arriver à la température idéale. Et donc ce que je fais personnellement, c'est que je mets un petit programmateur sur la prise où je mets le début de chauffe à 7 heures du matin. Si vous roulez à 9 heures par exemple, eh bien ça fait 2 heures de chauffe. Alors certains me regardent et me disent, mais enfin 2 heures de chauffe, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien en fait oui, puisque la première session du matin est évidemment celle qui est la plus fraîche de la journée. Donc c'est vraiment celle où vous avez le plus intérêt à avoir des pneus à bonne température. Et n'oublions pas que quand le système a bien chauffé, la jante chauffe aussi et donc vous avez l'inertie de cette chaleur qui permet de garder une bonne température même si la piste est froide. Donc essayez de faire chauffer vos couvertures au minimum 1 heure et à chaque fois que vous rentrez de piste, remettez vos couvertures immédiatement et de manière prioritaire. Le midi, ne coupez pas vos couvertures chauffantes, ça ne sert à rien. Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 d'un pneu piste est le refroidissement et le réchauffement. Le refroidissement et le réchauffement. En fait, ce sont tous ces cycles de refroidissement qui diminuent le grip et la qualité de votre pneu. Résultat des courses, en fait, il est bien plus opportun de garder vos couvertures le plus longtemps possible, toute la journée, avec le minimum de variation de température pour garder un maximum de performance de vos pneus. En Mondial Superbike et en Mondial Supersport, il arrive que les pilotes essayent un pneu différent le vendredi ou le samedi. Eh bien, quand ce pneu a été détecté et que ce pneu, ils veulent l'utiliser pour les qualifications ou pour la course, eh bien, ce pneu reste en chauffe tout au long du week-end pour pouvoir être utilisé au moment opportun et pour ne surtout pas avoir subi une baisse de température qui est synonyme de baisse de performance du pneu. Alors, si vous faites de la piste, eh bien, vous savez que parfois, on doit rester dans la pit lane à attendre que le drapeau vert soit présenté pour prendre la piste. Et parfois, on perd 5-10 minutes à un quart d'heure. Évidemment, les pneus refroidissent. Et évidemment, vous avez perdu un nombre de degrés conséquent qui fait que vous avez perdu beaucoup de grip. Donc, le même conseil que j'avais tout à l'heure par rapport à la route, la seule manière de faire monter votre pneu en température le plus vite possible, c'est de freiner fort et d'accélérer fort. Et il ne sert à rien de faire des aléas gauche-droite. Tout ça ne fait pas monter le pneu en température. Alors, eh bien, nous arrivons au terme de cette première séquence technique et j'espère qu'elle vous a plu. Alors nous aurons évidemment bien d'autres sujets à aborder lors des prochaines émissions, mais je vous invite néanmoins à faire vos suggestions. Si vous avez des questions techniques à poser, eh bien n'hésitez pas, envoyez un mail à l'adresse email qui se trouve ci-dessous et nous vous y répondrons et nous aborderons, je l'espère, les sujets qui seront suggérés. Alors on se voit le mois prochain et d'ici là, gaffe sur la route. Salut Thomas. Salut Thierry. Tu vas bien? Très bien et toi? Premier jour du salon? Premier jour du salon. Bon, la bête, la voilà. La voilà, enfin, elle est là. 1290 Super Duke R, ça cause. Ça marche fort. Ouais. Moto évidemment de tous les extrêmes. Exactement. On est à 182 chevaux, 189 kilos. Donc voilà, cette moto va faire l'objet d'un essai dans quelques jours. Oui. Et à ce titre-là, on aura notre cher ami Arnaud Brochier qui va nous en parler et qui nous dira un petit peu ce qu'il en pense. Ok, donc ça c'est une des grosses nouveautés de l'année. On est aux alentours de quel prix? On est aux alentours de 18 000 € quand même. D'accord. Oui, quand même, d'un autre côté, bon ben voilà, moto de tous les extrêmes. C'est pas encore un prix par rapport aux performances que cette moto peut offrir. On est dans un rapport poids-puissance de pratiquement 1 pour 1. Donc pour ceux qui savent un peu ce que ça veut dire, ça cause. C'est une moto un peu exclusive. Hein. C'est pas, on en avait déjà discuté, mais c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. On est bien d'accord. Voilà. En tout cas, c'est du ready to race. C'est du ready to race, ça oui, là on est en plein dedans. On est dans les extrêmes vers le haut, on va un peu vers le bas, parce qu'il y a quand même une nouveauté vachement étonnante qui est en fait cette 390. Oui. Alors, moi je peux déjà te dire que les
quelques vidéos que j'ai vues, je suis un peu bluffé. Cette moto, elle est belle et pour moi, c'est une très bonne idée d'aller vers ce type de cylindrée parce qu'on est dans de la mobilité absolue. C'est une moto fine, légère, qui a sa place aussi bien en ville que sur les pistes. Donc ça, c'est vraiment Tout à fait. Je pense que c'est un très bon compromis, avec une cylindrée, on va dire abordable, oui. Un prix abordable aussi. Et voilà, donc c'est vraiment une moto pour rouler tous les jours. On est à quel prix ici? S'amuser, partir à l'aventure, 6 500 €. Ouais, ça c'est vraiment top. Hein. Cette moto sera disponible à partir de La présentation aura lieu dans un gros mois et demi. D'accord. Et par la suite, elle arrivera dans le mois qui suit. D'accord. Et donc là, on a encore plus faire sortir le côté ready to race de notre Naked. Donc on est reparti sur une base de 790 ouais. qu'on a réamélioré. La version que vous voyez ici, c'est une version qui est préparée circuit, hein, donc elle est avec des pneus semi-slick, des pneus semi-slick, pas de support de plaque, etc. Mais c'est très très proche de la version de production. Hein, d'accord. Voilà. Disponibilité, pareil, d'ici 2 mois. Et donc là, on est dans quel prix? Donc là, on est aux alentours de 12 200 €. D'accord. Bon, bah écoute, à très vite à mon avis pour les essais de ces magnifiques motos. À très vite. Je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Et de bonnes chaussures. Merci. BMW numéro 1 des ventes en 2019 avec ses 2 Rennes GS et RT. BMW surfe évidemment sur sa grande nouveauté qui est la R18 qui sera très bientôt à l'essai, en n'oubliant pas évidemment les nouvelles 900, la R et la XR, ainsi que la nouvelle 1000XR. Machines qui seront essayées dans le courant du mois de mars pour Carter et Piston. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Motokaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Salut Thomas. Salut, tu vas bien? Ouais, meilleurs vœux. Meilleurs vœux pour toi aussi. Bon, on est évidemment chez Ducati. Qu'est-ce qu'il y a de bien cette année à voir chez Ducati? Et pour commencer, je voudrais parler de cette Scrambler Dark, ouais. Qui est en fait l'entrée de gamme de la marque Ducati, avec un prix d'attaque à 8 850 €. Quand même une moto vraiment sympathique, ouais, avec des systèmes de sécurité comme l'ABS de courbe quand même déjà. Oui, d'accord. Et le style Scrambler qu'on connaît tous et qu'on adore. Évidemment. Ça, c'est une moto qui, au niveau style, a amené quelque chose de neuf. Hein, ça c'est sûr. Ouais, moi je me souviens de la sortie du Scrambler, j'avais la chance d'avoir été là aux États-Unis, ça avait quand même un peu révolutionné le genre et c'est une moto qui a beaucoup de succès, on en voit beaucoup dans les rues et à juste titre. C'est vrai qu'à ce prix-là c'est pas mal, c'est un billet d'entrée dans la famille Ducati, pas très cher. Exactement. Ouais, ça c'est top. Ducati. Très très beau cette finition de couleur mat, oui, ça lui va très très bien, ça lui donne un côté classieux, puis le cadre rouge avec les surpiqûres, vraiment bien. On connaît chez Ducati. Ouais. Donc, et là on est dans quel prix? Donc ici on est à 22 690 €. Et avec ça on a vraiment une moto qui est on a un fantastique, package complet quoi. Où on peut partir tout seul ou avec madame par exemple, et on peut vraiment aller découvrir le monde. C'est vraiment la moto idéale et la moto la plus populaire aussi chez Ducati. Oui, tout à fait, à juste titre, hein, c'est une voyageuse hors pair, c'est une super moto très très polyvalente, avec un moteur très très rageur. Et justement, on retrouve l'ADN de la marque, la sportivité. On a ce côté au niveau design où le look est quand même vraiment très très sympa. On voit que c'est une moto italienne, on voit que c'est une Ducati. Et on a quand même aussi cet aspect confort et pratique, hein, avec la suspension Skyhook, avec ces valises qui sont comprises sur la moto. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Bon, ADN Ducati, bon évidemment le sport. Exactement. Alors on est parti du Scrambler,
relativement sage. On arrive ici, alors bon, on a la moto de tous les superlatifs. On a la nouvelle V4 qui a repris en fait le carénage de la V4R, qui est vraiment notre modèle haut de gamme et hyper sportif chez Ducati, qui est inspiré et qui est utilisé aussi pour le modèle des World Superbikes. Oui, avec les ailerons ici, c'est terrible, incroyable. Justement un appui supplémentaire. C'est aussi une moto qui est au niveau tu m'excuses 2 secondes? Oui, bien sûr, je t'en prie. Écoute, c'est Arnaud. Ah bah tiens. Arnaud, tu m'entends? Oui, Thierry. Oui, salut. Oui, je suis à Bahreïn. Ah oui, il fait superbe. Oui, je t'expliquerai. Oui. Alors, cette V4, elle est comment? Eh bien, que penser de cette V4? Comme tu peux le constater, malheureusement, on n'a pas vraiment de chance avec la météo. Et donc, en fait, on vient de rouler sur le circuit, on est ici sur le circuit de Sakir, qui est un circuit qui a été initialement conçu pour la F1. Et donc, c'est un circuit où il y a beaucoup de stop and go. Donc, je veux dire, là, on peut effectivement tester toute la puissance de la machine. Bon, mais évidemment, ce qui est un petit peu dommage pour nous, c'est qu'en fait, on ne peut pas estimer à sa juste valeur les évolutions de la moto parce qu'on l'essaye dans des conditions dantesques. Alors oui, elle est puissante, oui, elle est facile, mais elle était déjà, d'après les ingénieurs, elle était encore plus facile. Et donc, écoute, la vérité, c'est que là, on vient de rouler. La moto est très sécurisante. On est dans des conditions dantesques avec des flaques. On pourrait se dire que c'est glissant et tout ça. Et alors, l'ABS fonctionne parfaitement, le traction control aussi. Et vraiment, on est sur quelque chose de convaincant malgré les conditions dantesques. Voilà. Alors, j'espère pouvoir encore un petit peu expliquer cet après-midi, puisque normalement, on va encore rouler et on espère peut-être que ça sèche. Oui Arnaud, bon et alors quoi, tu la dessines à qui cette moto? Écoute, à qui elle s'adresse, je suis tenté de te dire qu'elle s'adresse à encore plus de monde. Alors il faut savoir que Ducati, pour la première fois de son histoire, détient 25% du marché des hypersportives, ce qui est vraiment énorme. Plus d'une super sportive sur 4 vendue est une Ducati Panigale, donc c'est vraiment un record pour la marque. Alors, écoute, ils ont voulu la rendre encore plus facile, donc objectivement, c'est pour encore agrandir le panel de clients potentiels pour cette moto. Et c'est vrai que malgré une puissance complètement démesurée, puisqu'on est au-delà des 210 chevaux, eh bien, cette moto est facile. C'est vraiment, c'est étonnant. Bon, alors ils ont tout fait pour. Alors, en fonction des réglages, il y a moyen de la rendre de plus en plus bestiale, mais c'est vrai que c'est vraiment une moto facile à utiliser, c'est assez étonnant. Bon, donc objectivement, je pense que elle s'adresse à un public de plus en plus vaste parce qu'elle est encore plus facile et c'est vraiment étonnant la facilité avec laquelle on peut rouler avec une moto de plus de 200 chevaux, en plus sur la pluie, ce qui paraît pas anodin, mais bon voilà, c'est assez facile. Bon, voilà, merci beaucoup. Donc c'était Grim pour Carter et Piston. Thierry, à très bientôt et bon salon. Bon, pour rouler là-dessus, il faut être en forme. Oui, exactement. Exactement. Et pour être en forme, il faut faire un peu de sport. Tout à fait. Alors, on a une solution quand même, tout en restant chez Ducati, c'est de faire un peu de vélo. Exactement. On a déjà présenté l'année passée le Mic RR qui était vraiment un vélo très sympathique et très sportif. Et ici, on a un modèle qui est un peu plus entrée de gamme par rapport au VTT. Donc c'est un vélo qui est conçu avec TOC, qui est une société italienne spécialisée en VTT. Donc on est dans un full suspendu. C'est quelque chose qui sera disponible chez les concessionnaires Ducati? Absolument, absolument. Donc ensemble avec le Mic RR qu'on a présenté l'année passée, on a maintenant le Mic S qui est disponible aussi, qui sera disponible dans le réseau Ducati. Tu connais le prix par cœur, plus ou moins? On tourne aux alentours des 4 500 €, je pense. D'accord, ok. Je te souhaite un excellent salon. Merci. On se revoit évidemment durant toute la saison pour essayer ces magnifiques motos et pour parler de l'actualité Ducati. Avec grand plaisir. À la prochaine, ciao. À la prochaine. Zelos, vous connaissez? Zelos est en fait une structure qui permet à nos jeunes espoirs et pilotes confirmés en vitesse pure de s'exprimer au niveau mondial. Je vous propose de faire une rencontre avec Freddy Tachny, son président, qui nous explique un peu le fonctionnement de Zelos. Bonjour Freddy. Bonjour.
On entend souvent parler de Zelos, on en entend parler à la télévision, on entend des communiqués de presse, mais tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce qu'est Zelos. Est-ce que tu peux nous expliquer cette structure, en fait, à quoi elle sert et à qui elle est destinée? Zelos, c'est d'abord un rêve personnel. Voilà, j'aime le sport. Tous les sports, bon, tout le monde sait que j'en ai un en particulier, qui est la moto. Mais je suis un sportif, voilà, j'aime le sport. Et voilà, je souhaitais, après la carrière chez RTL que j'ai faite, mettre à profit ce réseau, ces compétences, cette expertise économique, sociale, financière, au profit du sport. Et donc Zelos, c'est une société qui optimise dans les coulisses. On n'est pas vraiment sur le devant de la scène, mais plutôt dans les coulisses, qui optimise les résultats financiers pour permettre au sport de progresser. Tous les sports, soit les ligues, les fédérations, les clubs, les athlètes, que ce soit des modèles économiques qu'on met au point pour essayer de réaliser le rêve de beaucoup de gens dans le sport. Et c'est vrai que c'est un monde complexe aujourd'hui, le monde digital. Oui, et puis le nerf de la guerre, c'est vrai que dans le sport maintenant, c'est l'argent, les budgets, et il en faut à tous les niveaux. Il y a évidemment dans votre activité, comme tu le signales, qui est multisport, une activité évidemment qui nous tient plus à cœur, évidemment nous, c'est la moto. Elle te tient à cœur aussi, tu l'as souligné. Et là, évidemment, on est en tête de banc, comme on dit. Oui, et heureusement, on a tous les sports, parce que la moto est particulièrement onéreuse. Et c'est un modèle économique compliqué, la moto. Oui. Tous les parents vous le diront, tous les parents d'enfants passionnés. Le ticket d'entrée est très cher pour faire carrière dans la moto. Et donc on est, comme tu le disais, on est aussi dans le basketball, on est aussi dans le running, on est aussi dans le cyclisme, nous sommes aussi dans pas mal d'événements d'obstacles comme la Military Run, etc. On est aussi dans les droits de la télévision, où on acquiert des droits et on les revend, on est dans la régie publicitaire. Ça réclame beaucoup de compétences différentes en fait. Oui, c'est une plateforme Zelos avec énormément d'experts, des experts en vente, des experts en finance, des experts en juridique, des experts en marketing, en digital. D'accord. Et c'est l'union, la fédération de tout cela qui permet de réfléchir à un modèle économique qui ne sera pas le même pour le basketball que pour la moto ou pour le rallycross ou pour d'autres éléments de ce type. Donc c'est ça, c'est une réflexion permanente de ce niveau que l'on fait pour tous les sports. Alors la moto en est un particulier, voilà, qui me tient fort à cœur. Et sur la moto, on a beaucoup réfléchi, beaucoup. Et bon, en fait, nous avons quand même des pilotes de pointe qui sont sous la bannière Zelos. On a évidemment Xavier qui a déjà fait une carrière énorme, qui est passé en MotoGP, qui maintenant est passé en moto électrique, qui vient d'annoncer sa participation aux 24 heures du Mans avec le CERT. Bon, tout ça évidemment est presque de la consécration, mais on a des espoirs aussi. Oui. La problématique de la moto, je l'ai dit, c'est le prix. C'est le prix, c'est très cher, la compétition. Et donc, ce qu'on a réfléchi, c'est vraiment comment faire des synergies et une espèce de cercle vertueux. Il est évident que d'abord, il faut faire connaître les éléments. Donc, on a acheté les droits de la télévision de la moto pour mettre en scène tous ces héros. Bien sûr. Et ça fait très très longtemps que nous avons cette collaboration avec la RTBF maintenant. On y a évidemment inséré des pilotes belges. Il fallait créer ces héros. Et nous avons pris les deux meilleurs, à savoir actuels, et on va parler du futur, à nos yeux en tout cas, qui sont Xavier Siméon et Barry Baltus. Bien sûr. Deux générations, 30 ans, 15 ans. Nous les mettons en scène à travers la télévision, le digital, à travers ces droits télé. Nous les mettons en scène à travers Bikersland, qui est un festival de la moto où ils viennent. Absolument. On les met en scène aussi au niveau du Superbiker, on les met en scène au niveau des track days sur le circuit Jules Tachny à Mété. On essaie vraiment d'avoir une manière, je dirais, ingénieuse de faire progresser la valorisation, d'aller chercher davantage de sponsors, d'acquérir des passes pour inviter des personnes dans le cadre de relations publiques ou dans le cadre. Donc on a créé, si on veut, une spirale en fait que vous mettez en place pour tirer tout le monde vers le haut en fait. Voilà, et cet argent va vers les teams, va vers les pilotes dans leur préparation, le coaching, etc. Et c'est ça, je dirais, qui nous... Voilà, on est omnubilé par cela. C'est comment vraiment essayer d'avoir les meilleurs soutiens. Parce qu'il faut bien dire que la concurrence est énorme et que le sud de l'Europe est très favorisé. Bien sûr. Par le climat, par le nombre de circuits, par la passion.
Et le nord de l'Europe, ben voilà, c'est l'inverse. C'est compliqué. C'est vrai que parfois on se demande si le MotoGP n'est pas un championnat espagnol. Maintenant, c'est une véritable pépinière là-bas aussi. Mais en fait, en parlant de pépinière, vous êtes sur le point d'en créer une belle aussi, en fait, avec une académie. C'est un peu à la mode, mais c'est une belle idée. Et cette académie va être aussi la pépinière belge, peut-être des futurs talents. Il faut démarrer de plus en plus tôt pour créer vraiment des champions dans tous les sports. Dans tout, c'est le professionnalisme qui veut ça. On peut en faire 5 heures de débat. On en pense ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Oui. Donc, arriver avec des pilotes belges à 15 ans, 16 ans, alors que les autres sont déjà dans une filière professionnelle. Qui ont déjà 5 ou 6 ans de compétition derrière eux. 8 ans, etc. C'est évidemment impossible. Le décalage est trop fort. Donc, que faisaient aujourd'hui les familles? Elles envoyaient leurs enfants en Italie, en Espagne, dans les filières espagnoles ou italiennes. Gros sacrifice, évidemment. Gros sacrifice financier. Et là-bas, ils ne sont pas spécialement accueillis à bras ouverts, parce qu'on les voit plus comme une tirelire que comme un enjeu patriotique, etc. Absolument. Donc, on a vraiment réfléchi ici en se disant, tout compte fait, on a tout en Belgique. On a un circuit qui est le circuit de Mettez. Bien sûr. On a Zelos qui est une structure professionnelle qui peut aider à faire progresser à partir du moment où il y a un talent spécifique. On a inévitablement aussi, je dirais, beaucoup d'engouement maintenant grâce à tous nos partenaires qui nous suivent depuis maintenant 8 ans et qui ont bien compris l'importance du futur. Et puis on a des locomotives comme Xavier, comme Barry, qui vont mettre notre sport en évidence. Et on le sait, Kim et Justine ont entraîné une augmentation de l'intérêt vers le tennis. Les Diables Rouges aujourd'hui, n'en parlons pas. Ben, la moto, c'est pareil. Si on a un champion du monde belge en vitesse pure un jour, les spots seront centrés là-dessus et ce sera bon pour tout le monde. Et la fédération motocycliste wallonne, belge, l'a bien compris puisqu'elle nous accompagne aussi dans ce projet. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On a besoin de la fédération. Bien sûr. Ce sont des passionnés aussi. C'est pas toujours simple d'avoir les moyens ici en Belgique et en se mettant ensemble, Mettez, la fédération, Zelos et une fondation que nous avons créée Michel Manty et moi-même, fondation personnelle qui est appelée à des dons que nous faisons nous, mais qu'on va appeler tous nos réseaux, etc., avec une soirée de gala. Donc ces 4 entités-là vont créer l'académie. Concrètement, ça va être quoi? Ça va être des sessions, des semaines, des week-ends? Comment ça va se passer? Concrètement, il y a 2 volets dans cette académie. Il y a un volet apprentissage par le coaching et un volet apprentissage par les compétitions. D'accord. Le coaching, nous avons l'outil idéal qui est Mettez. D'accord. Dont je suis président et qui s'est tout de suite montré, je remercie mon conseil d'administration, enthousiaste à cette idée. Et donc Mettez avec son circuit de vitesse, son circuit de supermoto, son maintenant circuit de dirt track. Et nous avons d'autres projets, notamment dans le trial, etc. Voilà, nous avons un outil magnifique à dimension humaine pour des coachs qui vont apprendre à des jeunes pilotes de 7 à 14 ans. D'accord. Et ces jeunes pilotes vont être pris en main lors d'une dizaine de journées. Plutôt les week-ends, et plutôt les vacances. Bien sûr. Les enfants qui vont à l'école. Et donc, on va leur apprendre sur le terrain, mais aussi on va leur apprendre l'art de la communication, on va leur apprendre la psychologie sportive. Bien sûr. On va les amener la diététique. Il y a d'anciens pilotes d'ailleurs qui se consacrent un peu à ça chez vous. Tout à fait. Stéphane Mertens, on a Didier de Radiguez. Bien sûr. On va avoir des gens comme Fred Fiorentino, il y aura tous les coachs. Des gens qui ont un gros passé de compétition, qui savent de quoi ils parlent. Tout à fait, Marc Vissette, bien sûr. Richard Rubin sont des gens vraiment... Donc on a en Belgique, la chance d'avoir aussi des passionnés. Oui, absolument, des gens qui ne lâchent pas, parce qu'en fait, tout le monde a un certain âge. Richard Rubin est un copain, on fait du trial ensemble le dimanche de temps en temps, mais ça reste un passionné. Ça reste des gens qui ont encore envie de transmettre. Voilà, ça ne peut être que cela en Belgique, dans la moto... Je dirais qu'on est éliminé de tous les businessmen, parce que très franchement, on sait très bien que ce n'est pas là qu'on va faire de l'argent. Donc on retrouve les passionnés, les vrais, et c'est ça qui est gai dans le sport en général en Belgique. C'est vraiment, et quel que soit le sport d'ailleurs, c'est souvent, parce qu'on parle souvent du football à l'échelon, mais le football en bas, il a besoin d'argent. Bien sûr, Il y a une centaine de personnes qui sont très nantis dans le football, mais tous les autres. Donc, le sport a besoin vraiment de soutien, et on ne fait le sport que par passion. Donc, ça c'est le premier volet, c'est vraiment le coaching, une dizaine de journées, et il va y avoir une sélection, et puis, parce qu'évidemment, on n'est pas là pour apprendre à rouler à moto. On est bien d'accord. On est là pour l'élite. Donc, on vient déjà quand on sait rouler. Il y a la DEPS avant, il y a des tas de choses pour apprendre.
Et puis quand on sent qu'il y a un talent, quand on sent qu'il y a une volonté aussi, on va le chercher celui-là, de devenir, d'en faire ça son métier et de devenir professionnel et de progresser, on va les identifier, garçons ou filles. Et puis les meilleurs d'entre eux vont poursuivre à travers un volant de compétition, travers tout un territoire de compétition. Et là, c'est le déclencheur aussi. J'ai beaucoup discuté avec la Dorna, avec Carmelo Espeleta, du problème du Nord par rapport au Sud. Et la Dorna nous a fait le plaisir de nous entendre et de créer cette année, en 2020, la North European Talent Cup, la Northern Talent Cup. A new cup is born. We are looking for talented riders coming from North and Central European countries. Races at Grand Prix circuits. You will be riding a KTM 250. It's a unique opportunity. Are you aged between 12 and 17? Do you want to be a part of a road to MotoGP? This is your chance. Take back the North. Take back the North. Take back the North. Take back the North. Register now for the Northern Talent Cup. Comme il y avait déjà pour l'Asie, comme il y avait déjà pour l'Angleterre. Donc ça, c'est de la vitesse pure? C'est de la vitesse pure, c'est pour les 12 à 17 ans. Ça roule sur l'équivalent du Moto 3, enfin c'est ça, hein, à oui. peu près, sur des ce que vient de faire Barry, en fait. Plus ou moins. Plus ou moins, on va dire. Barry on a dû malheureusement, puisque la filière belge n'existait pas, l'emmener en Espagne. Bien sûr, dans le pré-Moto 4, Moto 3 et puis Red Bull, etc., ce qui est très onéreux. Ici, la Dorna cherche à donner, à garantir la démocratisation du sport en créant un premier championnat entre 12 et 17 ans pour les Nord-Européens. D'accord. Les dates sont arrêtées, les circuits aussi. On va communiquer ça prochainement, j'imagine. Oui, d'accord. Et nous avons le privilège, la chance, puisqu'on s'est tellement battu pour que ça existe. Voilà, nous avons réussi à amener 2 pilotes belges. Déjà, qu'on a sélectionné, pas à travers l'académie, puisqu'elle n'existait pas. Bien sûr. Donc on a fait des sondages, voir un petit peu en qui nous avions confiance pour nous représenter en 2020. Et nous annoncerons bientôt les 2 lauréats. C'est une excellente nouvelle. Tout à fait. Et ils le méritent. Et ce qui est exceptionnel, c'est que il y a un garçon, mais il y a aussi une fille. Ah bon? Mais on se réjouit de voir ça parce qu'en fait, ici, on a un entretien qui est vraiment intéressant parce qu'on comprend maintenant ce que vous faites. Mais à la suite de cet entretien, dans quelques jours, aura lieu en fait la présentation officielle de l'académie où j'imagine là, vous allez nous dévoiler évidemment un peu plus le programme et évidemment ceux qui auront été choisis. Ça, c'est une chose. Tu sais que les motards sont des passionnés. C'est vraiment une activité de passion. Je suis certain qu'en t'entendant parler, on va avoir des motards qui vont se dire « Oui, mais comment je peux faire pour soutenir Zelos ?» Il y a 1000 façons. Et objectivement, c'est vrai qu'on doit tous se mettre ensemble. Il y a 400 000 motards en Belgique. Oui. Mais je pense que si les passionnés de la moto prennent conscience que notre sport se doit d'être soutenu, il n'y a pas 2 sports en Belgique où il y a eu plus de champions du monde qu'en moto. Bien, oui, c'est sûr. Les Diables Rouges, ils peuvent encore jouer longtemps avant d'arriver aux mondiaux que la moto a donné à ce pays. Est-ce que je peux m'acheter une carte de membre Zelos, par exemple? Voilà, on va l'expliquer mardi en ce qui concerne la fondation. Donc il y a une fondation qui va être créée. Cette fondation, elle est magnifique puisqu'elle est soutenue par la fondation Roi Baudouin. Oui. Et donc, nous aurons la capacité de déduire fiscalement tous les dons qui vont s'y associer. Excellente nouvelle, oui. Y compris pour les personnes qui veulent faire une légation. Donc, déjà, c'est un premier outil, faire un don. Et ce don, on va pouvoir le déduire fiscalement. On sait combien c'est important. Excellent. Parce que les bien sûr. Ce plan-là. L'autre aspect, il va y avoir l'académie. Et l'académie, vous pouvez devenir membre de l'académie. Il va y avoir une façon de soutenir l'académie en direct. Un autre aspect, c'est on a envie de venir voir nos pilotes sur les MotoGP, eh bien adressez-vous à Zelos, et Zelos organise le voyage. Zelos vous met dans des conditions exceptionnelles dans le paddock. Excellent. Vous irez sur la grille de départ, vous allez vivre le Grand Prix en allant dans le paddock, en allant dans le box de Valentino, en suivant nos pilotes. Donc puis vous pouvez aussi soutenir le circuit de Mété qui soutient
les pilotes. Évidemment. En venant au Superbike. Donc il y a tout un tas de possibilités pour être actif, on va dire, dans la réussite d'un projet tel que l'Académie et de soutenir nos espoirs et nos jeunes pilotes. Oui, mobilisons-nous, ils le méritent. On a des talents ici en Belgique, énormément de talents dans la moto. Mais voilà, c'était compliqué. Voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, il valait mieux naître en Italie ou en Espagne. Oui, mais bon, on ne choisit pas. Ça. Il y a plus de 50% de pilotes espagnols et italiens sur les MotoGP, les 3 catégories confondues. Notre objectif, tous ensemble, c'est d'amener au moins un pilote belge dans chaque catégorie. D'accord. Et puis, avec l'Académie, d'alimenter cette spirale. Bien sûr. Et Barry va faire ses premiers pas en Moto 3. Barry va faire ses premiers pas en Moto 3 dans un excellent team, le team Prustel, qui a été vice-champion du monde il y a 2 ans. Donc c'est un beau team, c'est un team allemand qui croit beaucoup dans les jeunes, puisque à côté de Barry, il y aura Dupasquier, Jason Dupasquier, qui est aussi un jeune, qui est issu de la Red Bull Rookies Cup, comme Barry. Et donc dans ce team, il y aura 2 rookies, 2 jeunes. Et Barry est très enthousiaste. Malheureusement, il va rater les 5 premiers Grands Prix. Oui, question d'âge. Une question d'âge. Il aura 16 ans accompli le dimanche de Jerez. On est toujours en train d'essayer de faire pression pour qu'il puisse camoler le dimanche, mais ce sera sans doute le Mans. Oui. Mais bref, il est là, c'est une première année sûr. d'apprentissage. On a 2 ans de contrat pour Barry. Et donc on a une très belle année devant nous, puisque à la fois Xavier est dans un des meilleurs teams électriques avec LCR, qui est un team, Lucio Cecchinello, qui est un des plus respectés dans le paddock, et qui a souhaité prendre Xavier parce qu'il a vu tout le potentiel en électrique qui est très spécial, hein. C'est une moto très très lourde, et Xavier a montré tout son savoir-faire. Ah ouais, directement. Et le meilleur team du monde en endurance, avec la Suzuki. Oui, bien sûr. Donc pour Xavier, ben voilà, ça a été Noël avant l'heure. C'est une belle année qui se présente, en tout cas, je crois. Il a vraiment, pour cette seconde partie de carrière, ben, je crois qu'il mérite vraiment tout notre soutien à tout le monde, parce que c'est un garçon, ça n'a pas été simple, c'est un peu le pionnier, hein, quelque part. Barry, ben, on l'a pris plus jeune, nous, chez Zelos. Xavier, ben, il a dû se battre avec ses parents, un peu de soutien qu'on lui donnait. Oui, moi je l'ai connu tout jeune et fougueux et enthousiaste. Je me souviens d'un départ type Le Mans sur une endurance à Francorchamps, où il était arrivé tellement vite pour sauter sur sa moto qu'il était retombé de l'autre côté. Tu vois, ça c'était Xavier, quoi. Il était... Oui, c'est un pilote qui est vraiment exceptionnel en préparation physique, en mental. Et puis le soutien des parents, il a eu le soutien de Francis Bata au départ, et puis ensuite on est venu. Je crois qu'il a quand même été aidé, hein, mais cette filière n'existait pas à l'époque. Et je crois que c'est vraiment une chance. Déjà plus favorable, parce qu'on a pu le détecter à 10 ans, alors qu'on s'est vraiment occupé de Xavier à 20 ans. Et le prochain, on le prendra encore plus jeune. Et je pense que ça va aider les parents, ça va créer une dynamique. Et c'est donc, oui, je pense, si mon discours ici convainc, un tant soit peu, quelques personnes qui se disent j'ai envie de participer à cette épopée, la création de quelque chose, bah, c'est le moment de nous rejoindre. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est le moment de monter dans le train, parce que le voyage risque d'être très beau. Oui, oui, je pense vraiment. Et moi, je suis un homme heureux aujourd'hui. Voilà, on m'a confié cette présidence de cette académie. Et nous avons un conseil d'administration magnifique, je le répète, avec la fédération, avec Zelos, avec le circuit de Mété, avec la fondation. Donc tout cela, c'est quand même des garants de pérennité. Absolument. Et c'est vrai que voilà, il manque le kérosène, l'énergie. Bah, il va arriver. Il va arriver. Toutes les mobilisations. Bien sûr. Merci de ça. Écoute, merci des éclaircissements et merci de nous avoir vraiment donné une vision globale de l'activité Zelos, évidemment liée principalement à la moto. On va se retrouver dans quelques jours pour la présentation officielle de cette académie, où là, évidemment, les détails tomberont et les quelques dates auxquelles nos téléspectateurs pourront se préparer pour assister aux premières courses. D'ici là, écoute, bon boulot, parce que je ne crois pas que ça va manquer. Merci Freddy. Merci Thierry, et merci encore une fois du soutien. Harley-Davidson présentait ses 2 grosses nouveautés, son Roadster et son Trail, annoncés pour 2020. Le reste de la gamme fera l'objet d'un grand test dans le magazine de février. 34 000 €, c'est le prix de cette Harley-Davidson Livewire. Alors en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que je voudrais aborder un sujet qui est important dans la moto, qui est important, c'est l'assurance. Assurer sa moto est une obligation. Mais vu les tarifs pratiqués par l'ensemble des constructeurs,
il n'est pas inconscient de se dire qu'on va assurer sa moto en Omnium. Alors, comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Je vous propose de le découvrir avec un professionnel du secteur. Monsieur Boquet, bonjour. Bonjour. Vous représentez le bureau Séraphin, qui est un bureau d'assurance. Alors des bureaux d'assurance, il y en a plein, mais vous avez quand même une spécificité, c'est que vous avez une spécialité sur le monde de la moto, l'assurance moto. Exactement. En fait, ça fait 4 ans que le bureau Séraphin a été créé. En fait, on est un acteur connu dans le monde digital. D'accord. Et ça fait 4 ans en fait, qu'on a créé ce produit moto. Et maintenant, on a plus d'un millier de motards qui sont assurés en Belgique. D'accord. Donc, on a la joie de pouvoir assurer et protéger. D'accord. Alors, pour faire un rappel relativement bref, pour que tout le monde sache, il y a plusieurs volets dans une assurance moto. Il y a d'abord la RC, qui est obligatoire, peu importe le véhicule qu'on conduit, de la 125 à la 1200 à la 1500 cm3. Hein. Si je me trompe, vous m'arrêtez. C'est tout à fait exact. Donc, effectivement, il y a 6 volets dans l'assurance. Et moi, j'ai toujours, tiens, si on veut être assuré correctement, c'est vrai qu'il faut prendre les 6 volets. C'est 100% de protection. Quand on ne prend que la garantie responsabilité civile, et on est assuré environ à 15%. D'accord. En fait, il faut savoir que la responsabilité civile va couvrir en fait les dommages qu'on va causer aux autres. D'accord. En fait, on va payer. En fait, c'est une assurance pour payer les autres. D'accord. En fait, c'est grâce à cette assurance qu'on va obtenir la fameuse carte verte, la fameuse sésame avec laquelle on va pouvoir rouler sur la moto. D'accord. Bon, maintenant, l'étape suivante, c'est... Eh bien, alors il y a d'autres garanties. Donc la garantie que nous on conseille toujours en tant qu'intermédiaire en assurance, en tant que Séraphin, eh bien c'est la garantie protection juridique. D'accord. Parce que si d'un côté la garantie responsabilité civile va couvrir les dégâts qu'on cause aux autres, la protection juridique va faire en sorte que les autres nous payent. Eh bien c'est pour en fait se défendre en cas de sinistre. Donc en fait, comme on sait que plus ou moins 75% des motards sont en droit, eh bien ça c'est un chiffre vachement intéressant. 75% de l'accidentologie motarde, ils sont en droit. Effectivement, en fait, c'est quand même un chiffre assez marquant. Oui, bien sûr. Quand les motards s'en rendent bien compte, c'est vrai que parfois les motards sont plus souvent les victimes sur la route. Et c'est pour ça qu'il faut bien qu'ils soient bien protégés, qu'ils soient aussi bien assurés. Et en fait, est-ce qu'il y a une différence entre l'accidentologie urbaine et ce qui se passe hors des villes? C'est sûr qu'en fait, on a parmi les milliers de clients qu'on a, le millier de clients qu'on a en moto, on aime bien faire des statistiques et on se rend compte, c'est vrai qu'il y a souvent plus d'accidents dans les villes. Alors dans les villes, c'est souvent les plus petits accidents, alors que dans les campagnes, c'est vrai qu'il peut y avoir la vitesse est un peu plus élevée. Oui, d'accord. Et donc ça veut dire en fait, là sur une première conclusion peut-être hâtive, en termes de tarification, ça veut dire que quelqu'un qui fait principalement de la ville aura peut-être une tarification plus élevée que quelqu'un qui habite à la campagne? Et en fait, ça dépend. En fait, certains produits d'assurance classiques, effectivement c'est ça qu'on devrait avoir. Maintenant, chez Séraphin, on a redéveloppé en fait un produit d'assurance. D'accord. En fait, on s'est dit tiens, peu importe en fait l'âge de la personne, si la personne a plus de 30 ans, peu importe sa cylindrée et où il habite, on a voulu faire un produit qui est simple. Il payera toujours 250 € pour la garantie responsabilité civile. D'accord. Et 65 € pour la protection juridique. Qui roule sur une 125 ou une 1200 de 200 chevaux. Exactement. D'accord. En fait, parce que pour nous, on s'est dit tiens, on va faire quelque chose de simple pour les motards qui puissent s'y retrouver. En fait, c'est vrai qu'on roule avec une 125 ou avec une 1000. C'est vrai que la moto va peut-être plus vite, mais en fait, quand on roule avec une 1000, on est souvent plus expérimenté. Absolument. On plus attention. Bien sûr. sûr. Les statistiques sinistres et on voit qu'il n'y a pas de plus d'accidents si on roule en 125 ou en 1000. D'accord. Donc ça, il faut savoir ça aussi. Donc on part sur une base de 250 € qui est en fait la RC. Ensuite on a la protection juridique. La protection juridique. Donc à 315 €, c'est ce qu'on a appelé le pack minimum légal. C'est le minimum qu'il faut pour nous en tant qu'intermédiaire, en tant que Séraphin, pour qu'une personne puisse prendre la route. Et au moins donc elle sera couverte à 30%. Pour 30% seulement, pourquoi? Parce qu'il manque d'autres garanties. C'est l'assurance sécurité du motard, l'assistance, la petite omnium ou la grande omnium. C'est les 4 autres garanties qu'un motard peut souscrire. Oui, parce qu'en fait, l'omnium est un produit qui fait peur aux motards parce qu'en général, il est toujours considéré comme très très onéreux et presque inaccessible. Maintenant, il y a un paramètre supplémentaire qui vient dans le marché actuel, c'est l'augmentation un peu constante du prix des machines. Et quand on veut une machine d'une certaine cylindrée, on arrive entre 800 et 1200 cm3 sur les motos de grande distribution. Dès qu'on veut un peu d'équipement, on est très très vite entre 20 et 25 000 €. Exactement. Donc je crois que personne n'hésite à assurer sa voiture en omnium quand on achète une voiture de 20 ou 25 000 €. Qu'en est-il pour les motos? Qu'est-ce que nous avons comme possibilité? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs du marché dans l'assurance, il n'y en a pas beaucoup qui proposent l'omnium. Alors Séraphin le propose parce qu'on s'est rendu compte que quand on a créé le produit, c'était une assurance par les motards pour les motards. Un des cofondateurs de Séraphin était un motard. D'accord. Justement, c'est lui qui me dit tiens, c'est aussi important de pouvoir assurer les motos en omnium. C'est vrai, on assure bien sa voiture, pourquoi pas sa moto? Bien sûr. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire. Donc c'est maintenant possible de pouvoir souscrire cette garantie. Mais c'est un tarif chez Séraphin, c'est un tarif qui est fixe. Donc c'est un pourcentage de la valeur du véhicule.
D'accord, donc c'est assez simple à calculer. Très simple à calculer. Et ce pourcentage, il est variable si j'ai moins de 30 ans ou plus de 30 ans? Alors, pour la moto, il faut pas avoir plus de 30 ans, donc c'est un pourcentage qui est de 7% de la valeur du véhicule. D'accord. 7% chez la compagnie. 7% de la valeur du véhicule hors TVA? Hors TVA. Accessoires compris? Accessoires compris. D'accord. Et hors remise. D'accord. Alors, vous m'avez parlé d'une petite Omnium et d'une grande Omnium. Exactement. Donc, on est à 7% finalement de la facture hors TVA du véhicule. Une petite Omnium, c'est quoi? Petite Omnium, c'est... Donc le tarif sera 4% de la valeur hors TVA. Oui. Et ensuite, il faut savoir que la grande Omnium, ça va couvrir donc, pour le vol, l'incendie, pour le heurt d'animaux, pour les dégâts de la nature, et également ce qu'on appelle les dégâts matériels. Et la petite Omnium, c'est tout ce que la grande Omnium propose, sauf la garantie dégâts matériels. D'accord. Donc si jamais vous êtes sur la route et que il y a un truc sur la route, vous voulez l'éviter, et après vous glissez, vous tombez tout seul, bien là vous serez couvert grâce à la grande Omnium et pas à la petite Omnium. Okay. Par contre, si on vole votre moto, eh bien là, vous serez couvert, même avec... Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, ça peut arriver une chute tout seul, évidemment. Ça peut arriver. Ouais. Et bon, là-dessus, il y a une franchise? Il y a une franchise, c'est une franchise qui est fixe. En fait, c'est 5% en cas de dégâts matériels, 10% en cas de vol. D'accord. 5% de la valeur du véhicule. OK. Quel est le conseil que vous donneriez à un motard qui achète une nouvelle moto dans cette gamme de prix, 20-25 000 euros, intelligemment, sans parler de business, combien de temps conseilleriez-vous d'assurer sa moto en Omnium? D'accord, ouais. Généralement, ce qu'on dit, c'est entre 4 et 5 ans. Ouais. Parce qu'il faut savoir en fait que quand on a, si jamais le grand danger dans les accidents de moto, c'est qu'il y a un sinistre total, une perte totale, c'est-à-dire que la moto va être sinistrée totalement, on ne va plus pouvoir rouler. Et donc dans ce cas-là, il faut savoir que la compagnie d'assurance va rembourser chaque année, mais il y a un montant Il y a une dégressivité. Une dégressivité, exactement. D'accord. Ouais. Alors, peut être une dégressivité qui est fixe, variable, ou alors, chez nous, c'est ce qu'on appelle une dégressivité à dire d'expert. C'est-à-dire c'est un expert qui va passer quand il y a un sinistre total et qui va essayer de savoir, tiens, une seconde avant l'accident, quelle était la valeur de la moto. Et c'est ce montant-là qui va être remboursé au client. Okay. Déduction faite de la franchise. Et donc, c'est vrai que si on se dit, tiens, après 4-5 ans, c'est vrai que le montant résiduel va être moins important. Et après 4-5 ans, par rapport à la prime. Par rapport à la prime d'un côté, par rapport aussi à la franchise. Donc 4-5 ans. D'accord. C'est sûr que c'est pareil aussi en voiture. Ouais, d'accord. Alors bon, quand on tombe en moto, évidemment, on ne reste pas sur ses pieds. Ouais, en général, on glisse, on tape sur quelque chose. Et là maintenant aussi, les équipements sont chers. Est-ce qu'il y a des solutions pour est-ce qu'il y a des solutions pour assurer les équipements en même temps? Alors il y a des solutions qui existent sur le marché, notamment chez Van der Hagen, ça existe. Ouais. La Biker Card également le propose. Oui. Nous, on ne propose pas directement, mais c'est un projet justement qu'on voudrait faire et renégocier avec nos assureurs partenaires. Parce qu'on se rend compte que, et nous, ce qu'on veut pouvoir faire comme intermédiaire en assurance, comme Séraphin, mais ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire en sorte que le client, le motard, soit bien assuré. Et évidemment, s'il a des matériels de protection et qu'il l'achète, on veut aussi que ce matériel puisse être assuré, si jamais le casse, son casque. Si maintenant je veux pousser mon investigation un peu plus loin, je viens d'acheter ma moto, il y a un site sur lequel je peux me connecter où je peux avoir une sorte de simulation en direct? C'est très simple, c'est www.seraphin.be. D'accord. Alors vous allez tomber sur les différents produits qu'on propose, dont la moto. D'accord. Et alors ensuite vous allez rentrer ces 6 informations, et avec ces informations, vous allez directement obtenir un prix. Et alors si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire votre assurance directement en ligne. Ah oui, d'accord. Et alors vous obtiendrez, dans les 24 heures, vous obtenez votre carte verte provisoire, et puis également la carte verte définitive, et tout ça est automatisé, parce qu'on s'est dit, tiens, aujourd'hui on peut faire tellement de choses en ligne, mais si on pouvait acheter aussi son assurance moto en ligne. Donc, en fait, donc vous êtes une jeune équipe et vous avez finalement un logiciel qui est tout à fait dans l'air du temps, quoi. Donc il faut que ça aille vite, il faut que ça soit direct. Donc moi je vous engage à aller jeter un petit coup d'œil sur www.seraphin.be qui s'inscrit ici en bas de l'écran, et allez jeter un petit coup d'œil et faites votre simulation et vous verrez où vous arriverez pour assurer correctement votre moto. Et quand vous faites vos calculs, eh bien en fait, tant qu'on n'est pas tombé, on trouve que c'est cher, et la première fois qu'on tombe, on se dit finalement j'aurais dû, et donc il vaut mieux y penser avant. Merci. On aura probablement l'occasion de se revoir parce que c'est des sujets qu'il faut redéflorer de temps en temps, et je trouve que l'assurance c'est quand même un produit qui est important et il faut y penser avant. Mieux motard que jamais. Exactement. Voilà. Merci. Merci à vous.
Déambuler dans le salon, c'était aussi découvrir les marques moins connues qui débarquent sur le marché. Mash et Enfield ne sont plus des inconnus. De l'Himalayan, peut-être annoncé en 650 cm3 bientôt. Ici, on la découvre avec ses nouveaux coloris 2020. L'Interceptor, un de mes coups de cœur 2019, et évidemment l'indémodable Bullet 500. Mash présentait en première mondiale cette très réussie X-Ride, moto qui n'est pas sans rappeler la mythique XT500 Yamaha. Cette nouveauté arrivera courant 2020 et sera équipée du même moteur 650 que la Dirtrack. Peut-être avec une route 21, ça on verra au moment de sa sortie. MV annonce toujours du lourd, mais aussi du beau. Du beau avec la sublime Super Veloce, mais aussi du lourd avec cette brutale 1000 RR, annoncée à plus de 200 chevaux. Ça, c'est sûr, ça va causer. Kawasaki nous inonde de nouveautés, de la Z650 à la Z900, en passant par la H2 ou la 1000 SX, des essais qui vont pleuvoir chez les Verts. Bon, la voilà, la nouvelle bombe, la nouvelle ZH2 de chez Kawasaki. On en a déjà parlé dans le dernier numéro quand nous étions aux Pays-Bas chez Kawa. Ben voilà, écoutez, moi je vous promets de vous la présenter le mois prochain lors d'un essai que j'imagine sulfureux. Yamaha est un des leaders du marché et se pose dans la mobilité, comme nous l'explique son porte-parole. Bonjour Driss. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très très bien. Bon, première journée du salon, enfin première journée presse, donc c'est un peu plus calme. Ça va commencer demain, le rush. Tout à fait. Enfin j'espère, mais comme d'habitude, il y a toujours beaucoup de monde. Quoi de neuf chez Yamaha? Ben, chez Yamaha, on a 3 grandes nouveautés, je dirais. Oui. Tout d'abord, la Tracer 700, oui. Le T-Max évidemment, bien sûr. Et puis la grande nouveauté, c'est le Tricity 300. D'accord, on est vraiment dans la mobilité. Oui. On va d'abord parler de la Tracer 700. Ouais. Bon, on sait que c'est une moto réussie, que c'est une moto qui, depuis qu'elle existe, a toujours enthousiassé tous les essayeurs et tout le monde parce que c'est vraiment une super moto. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous offre de plus maintenant? Eh ben, donc effectivement, c'est une évolution, une nouvelle évolution en fait de la Tracer 700 comme on la connaissait. Premier changement le plus, on va dire, visuel, c'est évidemment le look, hein, le nez est devenu un peu plus sportif. Et puis ça se joue sur les réglages de la suspension et la cartographie du moteur qui ont encore été rendues plus efficaces. Ouais. On se demande où on va arrêter le développement de ce moteur parce que qu'on l'essaye sur une Tracer 700 ou comme on l'a fait sur une Ténéré 700, alors qu'on est sur une base identique, on est avec des réponses de moteur totalement différentes, mais bon sang, qu'est-ce que ça marche bien? Oui, effectivement, c'est un moteur, ça CP2 qui fonctionne, qui apparemment fonctionne dans tous les concepts, effectivement. D'accord. Comme tu dis, dans les 3 concepts différents qu'on a. Dans le concept du tourisme, on a évidemment la Niken qui est l'oiseau rare, l'OVNI, la machine qu'il faut absolument essayer. Et je le répète chaque fois, c'est une moto tellement différente de tout ce qu'on connaît, mais c'est une moto qu'il faut absolument essayer. Alors, tu m'as parlé du scooter. Oui. Alors, bon, évolution du T-Max qui gagne un peu en cylindrée. Oui, effectivement, donc, et par conséquent aussi en puissance. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis, donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais donc, la version précédente existait en 3 versions. Hein, donc, la version de base, on va dire DX et puis SX. Ici, on reste sur 2 finitions. La version de base, si je peux l'appeler comme ça, mais qui est déjà très très bien équipée. Oui. Et puis une version Tech Max qui vient se positionner là au-dessus et qui est équipée avec un peu plus d'options comme une selle chauffante, ce genre d'options de confort.
Alors bon, la mobilité c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, voilà, ce matin encore on a été confrontés aux embouteillages pour arriver à Bruxelles, oui malheureusement. D'un autre côté, ça c'est une solution évidemment à la mobilité, c'est une solution au déplacement urbain, on gagne du temps de déplacement, on gagne forcément évidemment de la consommation, mais on ne peut peut-être pas être attiré par ce genre de machine qu'on peut parfois se dire tiens, c'est peut-être un peu trop gros pour moi, c'est un 560 cm3, par contre, là, vous revenez avec un concept extraordinaire qui est la 3e roue avec le Tricity 300. On va aller le voir ensemble. Bon, le concept du 3 roues sur un scooter, c'est pas neuf, mais il faut quand même rappeler aux téléspectateurs qu'en fait tous les avantages que comporte une 3e roue, c'est-à-dire qu'on a 2 poids de contact au sol, donc on a moins de risque de dérobade, moins de risque de glissage, on a un freinage renforcé puisqu'on a 2 points d'appui au sol. Donc voilà, pour la ville, pour la mobilité, voilà un engin extraordinaire. 300 cm3, ça permet d'envisager de se déplacer de ville en ville. On a largement de la puissance pour faire de l'autoroute par exemple, sans aucun problème. On a une belle protection. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un plus dans la mobilité urbaine. Alors, on ne va pas communiquer sur les prix pour le moment parce qu'ils ne sont pas encore annoncés de manière officielle. Ça ne va pas tarder, j'imagine. Donc voilà, mais ce sont des choses évidemment... moi, je me réjouis d'essayer ceci parce que ça, c'est une information dont le grand public a besoin pour se rendre compte de l'efficacité d'un tel produit. Et bon, on a parlé de la Niken il y a quelques minutes, on est dans le même niveau d'efficacité, c'est assez hallucinant. Oui, absolument. Donc au niveau de conduite, effectivement, ces 2 roues à l'avant offrent, comme tu dis, cette stabilité, cette tenue de route et le grip supplémentaire d'une roue supplémentaire. Mais la grande différence avec le Tricity 125 qu'on avait déjà avant et aussi le Niken qui profite du même, enfin c'est celui-ci qui profite du même système que le Niken, c'est que ce scooter-ci, en fait, il y a moyen de le bloquer et donc il tient debout tout seul. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux 2 autres. Oui, bien sûr. Et ça se traduit, et ça c'est peut-être encore plus important, dans le fait que les gens qui n'ont pas le permis moto, mais qui ont le permis voiture, sont autorisés de rouler avec cet engin. Parce que cet engin tient debout et il y a un frein, comme tu le vois là à droite, au pied qui a été rajouté. D'accord. Et tout ça fait qu'elle est considérée comme une voiture techniquement et donc accessible aux personnes qui ont un permis B. Et ça c'est très intéressant parce que là on s'ouvre avec le concept d'un 2 roues. Cet engin a 3 roues en l'occurrence, mais je veux dire que c'est le look et feel d'un 2 roues. C'est une information essentielle parce que pour beaucoup, ils te disent bon, 125 cm3, c'est un peu court, c'est un peu trop peu puissant pour faire de l'autoroute, alors qu'avec le même permis, on est en 300 cc. Oui, tout à fait. Et on faufile dans les embouteillages, on évite, comme tu citais tout à l'heure, les grands problèmes qu'on connaît en ce jour sur la route. Donc effectivement, c'est une alternative très très valable pour ça. Excellente chose. Disponibilité de ceci? Ça sera la 2e moitié de 2020, donc on va dire juillet 2020. D'accord. Juste pour les beaux jours. Ouais. Parfait. Brice, on va se revoir évidemment pas mal de fois durant cette année pour essayer les différentes choses dont tu viens de nous parler. Avec grand plaisir d'ailleurs. Je te souhaite une excellente continuation de salon et courage. Merci beaucoup. Un petit tour chez Indian pour admirer évidemment la très belle FTR 1200. Bon, on termine tout doucement ici cette visite du salon par évidemment quelque chose qui devient incontournable dans le monde de la moto et de la mobilité, ce sont les motos électriques. Alors quelques marques se sont risquées évidemment à s'engouffrer dans la brèche de l'électrique. On a vu BMW avec ses scooters, on a vu Harley Davidson avec la Livewire. Ici, on est chez Zero. Alors Zero, ils ne font que de l'électrique. C'est une marque canadienne qui s'impose tout doucement sur le marché comme étant les leaders et ils sortent maintenant des modèles et des machines très abouties. Exemple, cette CRF qui au départ est à 23 000 € en bénéficiant de certaines primes gouvernementales, on est à 20 000 €. Cette moto, ce que vous voyez ici, est en fait ce qui accélère pratiquement de plus dans le marché de la moto d'origine. Ça a un couple à peine inférieur à la Rocket 2500 cm3, la Triumph Rocket, ça accélère plus fort qu'une R1, ça accélère plus fort qu'une Panigale. C'est assez étonnant quand on voit la moto. C'est un moteur qui ne nécessite pas d'entretien puisqu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. On estime une autonomie entre 150 et 250 km. Il faut savoir que
150 km, c'est peut-être sur autoroute à vitesse constante, c'est là qu'on sollicite le plus la batterie. Mais quand on est sur petite route ou bien quand on est dans une utilisation urbaine, ouvrir, fermer, eh bien là, en fait, il y a un système de recharge de la batterie qui va nous pousser une autonomie vers 250 km. Je vous les présente brièvement, ça existe, il faut venir les voir. On va évidemment avoir l'occasion d'essayer l'ensemble de ces machines durant la saison, évidemment celle-ci, la CRF, mais aussi le modèle, la FXS qui est ici à côté, peut-être plus joueuse, plus maniable, vraiment pour une utilisation urbaine, voire peut-être en tout chemin. Nous voici au terme de cette émission, merci de l'avoir suivi. Moi j'ai un peu mal au coussinet comme dirait mon chien. On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, on sera sous d'autres cieux, sous d'autres latitudes, avec une émission plus chaude et plus ensoleillée. D'ici là, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limmerley dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait